Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être venus à cette troisième édition des matinales de l'immobilier. Je commencerai par remercier tout le monde qui est venu. Et comme d'habitude, j'essaie de rappeler le concept des matinales. On est dans un choix de thématiques qui intéresse les professionnels d'immobilier. On cherche de l'interactivité, du partage d'expérience et bien sûr de la convivialité. Première édition, c'était le bail commercial. La deuxième, c'était l'immobilier industriel. Et troisième édition, on a choisi le rôle d'immobilier d'entreprise dans la réhabilitation et la valorisation urbaine à Casablanca. Je présenterai mon panel, les intervenants qui ont vraiment accepté d'être avec nous aujourd'hui. Madame Bekri, directrice générale de Casa Patrimoine. Madame Zouakbaj, directrice générale de Sortipop Immobilier. Et Monsieur Zakaria Sadiq, chef de département HSE de la construction. Je disais tout à l'heure que Madame Koupaj, c'est Madame Immobilier locatif. Madame Bekri, c'est Madame Patrimoine. Et Monsieur Sadiq, c'est Monsieur Green Attitude chez nous. J'aurai le plaisir d'être modérateur de ce panel. J'ai cherché ce matin, j'ai cherché quelques définitions sur Internet, sur Wikipédia bien sûr. C'est simple. Alors, la réhabilitation, comme c'est écrit sur Wikipédia, désigne au sens large le fait de réaménager un local, un bâtiment ou un lieu. Elle consiste à garder l'aspect extérieur du bâtiment, à améliorer le confort intérieur et à économiser l'énergie. Ça, c'est la réhabilitation. La revalorisation, c'était plus difficile. Je n'ai pas trouvé sur Wikipédia, je trouvais sur un autre site où ils disent que la notion de revalorisation correspond à la fois à des valeurs chiffrables, mais également à des valeurs qui sont intangibles, qui sont l'expérience des citadins et leurs repères urbains. Alors, comme d'habitude, on commence toujours notre panel avec la question du public. Première question. Il n'y a pas de réponse exacte, peut-être que Mme Bekri va nous donner la réponse exacte, mais quel est le nombre de bâtiments inscrits au patrimoine de Casablanca? 26% disent moins de 50. Je me tourne vers Mme Bekri. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre précis? Donc, je vous remercie. En tous les cas, il y a 89 bâtiments aujourd'hui inscrits. 89, et il y a une centaine en cours d'inscription. Alors, seulement 10% de la salle ont répondu pendant une question. Alors, Madame Bekri, pour vous, en tant que directrice générale de Casa Patrimoine, quel serait pour vous la valorisation du patrimoine comme moyen d'équilibre de l'offre pour la ville? Est-ce que dans votre démarche en tant qu'SDN, nouvellement créée, est-ce que vous prenez en considération le fait que l'offre immobilière peut être réglementée par cette valorisation? Tout d'abord, je vous remercie déjà pour cette invitation. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette matinale dédiée à ce sujet vraiment important, qui est le patrimoine pour l'immobilier de l'entreprise. C'est vraiment je pense que le patrimoine a longtemps été délaissé. Aujourd'hui, ce que je retiens en tous les cas tout de suite avec vous, c'est qu'il y a un intérêt assez développé, assez visible, aussi bien de l'État, des collectivités territoriales, des institutions publiques et privées autour de ce sujet. Et on voit d'ailleurs la mobilisation avec le plan de développement du Grand Casablanca autour de la valorisation et la sauvegarde de ce patrimoine. Et tous ces aspects-là, je dirais qu'aujourd'hui sont aujourd'hui présents pour amener à avoir des réponses rapides par rapport à votre question, par rapport à comment cette valorisation du patrimoine pourrait apporter demain un apport à l'immobilier d'entreprise
Et je dirais qu'il faudrait juste voir et autour de nous comment ça se passe à l'étranger, comment ça se passe dans certaines métropoles. Je donnerai l'exemple, avant de donner plus de précision par rapport à la réglementation, je donnerai un exemple concret aujourd'hui de la ville de Marseille, à côté, où on a vu la transformation, mais alors la grandiose, du centre-ville qui engorge de patrimoine important, où il y avait les docks qui ont été complètement réhabilités pour accueillir l'immobilier de l'entreprise, et ça avait un impact mais énorme sur le centre-ville, mais aussi sur la rue de la République, où on voit comment ces bâtiments haussmanniens qui étaient délaissés parce que les résidents aisés sont partis, ont laissé ce patrimoine se délaisser, ça a redonné vraiment un aspect différent à ce boulevard, mais derrière, il y avait des éléments qui sont rentrés pour arriver à cela. Parmi ces éléments, c'était l'implication de l'État, d'abord par la réhabilitation d'un ensemble et l'aménagement d'un ensemble d'éléments, de voiries, de parking, de mise en place de parking, parce que le problème important dans un centre-ville, c'est principalement le parking. Et quand on réfléchit à l'aménagement de voiries avec des parkings de nombre de places important, quand on intègre aussi l'aspect de plantation d'arbres, donc tout cela amène à ce que ça se développe et à ce que des investisseurs privés viennent et prisent et donc oui, je dirais qu'il y a pas mal de choses qui... Alors, vous me tendez la perche, on parle d'investisseurs privés. Je passerai la parole à Mme Poupège. Je sais que sur Soft Group, il y a eu au moins 2 projets de réhabilitation, de rénovation de bâtiments anciens. D'accord, pouvez-nous parler de cette histoire? Pourquoi choisir ces 2 bâtiments, les revaloriser et les mettre sur le marché locatif? Parce que c'est vraiment un exercice intéressant. Merci pour l'invitation. J'ai énormément de plaisir d'être parmi vous. Pourquoi ce choix? Soft Group, les collaborateurs de Soft Group travaillent par passion, par cœur. Nous faisons partie de ces promoteurs qui ne privilégient pas la rentabilité à tout prix, mais le plaisir, le long terme. Alors, pour les bâtiments que nous avons restaurés, en préservant l'empreinte culturelle historique existante, le premier, il s'agit de l'annexe de l'hôtel d'Anfa. L'hôtel d'Anfa dans le cadre duquel la conférence d'Anfa a eu lieu, et je pense la conférence d'Anfa. Je pense que Casablanca, à travers le monde, est connu par le film et par la conférence d'Anfa. Je pense que ce sont les 2 premières choses historiques qui mettent en valeur la ville. Donc, conférence d'Anfa qui, quand même, à travers laquelle se sont réglées les modalités du débarquement de Normandie, où en janvier 1943 se sont retrouvés Churchill, Roosevelt, Feu Hassan II, tout jeune. On a eu le privilège de regrouper les photos d'époque, et j'invite tout le monde à venir visiter dans le hall de l'immeuble. Alors, lorsqu'on a acheté la bâtisse, différentes personnes se sont moquées de nous disant qu'on s'était fait avoir et qu'on ne pourrait pas raser et construire une villa comme les voisins en face supérieure, et donc alors que ça n'a jamais été notre intention. Donc on a restauré la bâtisse avec quand même beaucoup de soucis techniques, parce que l'immeuble est fait en pierre, et donc chaque fois qu'on allait vers... Évidemment, on n'avait aucun plan. Chaque fois qu'on allait vers un mur, ça se fissurait, ça touchait tout le reste. On avait des contraintes de par l'autorisation
de construire, de ne pas toucher à certaines ouvertures. Il faut savoir qu'il s'agit de l'annexe, donc c'était occupé par les services de l'hôtel, donc des chambres de personnel, des petites pièces, des toutes petites fenêtres, donc relativement contraignant. Résultat, beaucoup de plaisir à restaurer la bâtisse. Finalement, on a gardé pratiquement que les dalles et on a refait l'exercice avec les mosaïques d'époque, avec un ascenseur d'époque, avec peut-être une ferronnerie qui s'inspire des tableaux de Klimt. Là, c'était l'architecte a préféré se distinguer comme ainsi. On en est relativement satisfait. Et on a mis tellement de cœur dans l'ouvrage qu'on s'est dit, bon ben, ces appartements réalisés, on ne va pas les vendre, on va plutôt les garder et les mettre à la location, en faire profiter essentiellement des expatriés pour qu'ils aient le privilège d'habiter dans un bâtiment avec une empreinte d'histoire, avec de l'artisanat marocain et dans un quartier que je dirais plus ou moins propre par rapport à d'autres bâtiments plus beaux se trouvant sur l'avenue Mohamed V ou ailleurs. Et chargé d'histoire. Un petit clin d'œil au professeur Sijl Massi qui nous a aidé à constituer les photos. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le premier exercice. Le second, moins historique, peut-être. Alors, il s'agit d'un lycée Qadisiyya, en bout du boulevard d'Anfa devant la commune Sidi Bel Yaout. La façade était intéressante. On a consulté un premier architecte qui a complètement modifié la façade. On n'en était pas convaincu. Puis un second qui a gardé l'ossature, qui a gardé les volumes, mais qui l'a complètement modernisé. Alors, techniquement, c'était extrêmement laborieux parce qu'on s'est rendu compte que la bâtisse était construite sur une villa, donc aucune fondation, et nous avions une autorisation de surélévation d'un étage supplémentaire. Mais quand on veut, on peut. Hein. Quand on veut, on peut, et on arrive finalement à un résultat relativement satisfaisant. Donc j'encourage mes confrères promoteurs, de par le manque de foncier, de reprendre des bâtiments, de les restaurer, comme ça se fait dans d'autres villes européennes ou ailleurs où il n'y a plus de foncier. Et finalement, je pense que la satisfaction est plus importante que sur un terrain nu. Plus contraignant, mais plus satisfaisant. Parfait. Alors, plus contraignant, techniquement parlant, peut-être Zakaria va nous dire un peu plus sur le volet technique d'une rénovation d'un bâtiment. Comment ça se passe réellement? Très bien. Merci aussi de ma part, auprès de toi, Chérif, de ton équipe et toutes les personnes présentes à cette matinale qui est ma première fois. Et du coup, je suis agréablement surpris. J'espère continuer à collaborer avec toute l'équipe. Donc, contraignant techniquement, en effet, quand on fait des choix courageux de maintenir une structure existante, l'améliorer, mais de la maintenir surtout, de garder l'aspect architectural avec des contraintes urbanistiques ou des contraintes réglementaires par certains services qui sont là aussi pour préserver ce patrimoine architectural. Il faut être courageux, faire appel à des experts pour arriver à concrétiser ce challenge. Vous avez parlé d'expériences qui ont été faites soit à Marseille ou ailleurs dans d'autres villes européennes anciennes, sur lesquelles des fondations, des façades ont été maintenues, renforcées. On prend les pays, soit aux Pays-Bas, les façades sont techniquement rapportées. Quand on construit un bâtiment en Hollande, la façade est dissociée de la structure derrière, elle vient fermée en face. Donc ça, des techniques sont déjà expérimentées, ont fait leurs preuves. Techniquement, ils sont reconnus et validés par des intervenants comme le Bureau de contrôle, Veritas et un exemple. Donc on peut capitaliser sur ces expériences qui ont été faites à l'étranger.
C'est le cas de ce que fait la Société Générale sur le boulevard Mohamed V à Casablanca, où la façade est maintenue, renforcée. Il y a eu l'expérience de SG, la BP, plein de banques ont fait cette expérience et ils ont été très courageuses pour prendre des bâtiments qui sont Tout à fait. délabrés, anciens, et ils ont rénové. Et ça fait plaisir sur Casablanca de revoir le patrimoine revisité et remis au goût du jour. Tout à fait. Donc les solutions techniques existent. Après, il y a toujours de l'innovation. C'est plus cher, toujours, j'imagine. C'est plus cher, il y a des solutions des fois, ça dépend des choix techniques, ça dépend des experts auxquels vous pouvez faire appel. Aujourd'hui, la majorité des projets auxquels on fait appel, les techniques utilisées, on les ramène à l'étranger, la majorité, si vous êtes d'accord avec moi. Sûrement, moi je ne maîtrise pas vraiment le volet financier. Les chiffrages, je suis bureau de contrôle, donc je vois ça passe pas. Et ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. C'est peut-être le ressort de l'économiste de construction ou bien de l'architecte. Donc les solutions existent à toute problématique. Des problématiques nouvelles nécessitent des réflexions, des recherches, et ça se fait aussi. Il y a des laboratoires également pour ça. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les définitions de la revalorisation et la valorisation, la réhabilitation pardon et la valorisation. Juste pour compléter sur mon volet en tant qu'intervenant sur le volet environnemental, mais avant bien sûr technique, c'est que quand vous faites le choix de réhabiliter un bâtiment, on intègre ces aspects de confort, d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, il y a des contraintes internationales. On parlait encore hier à la Chambre de commerce française avec la ministre de l'Environnement. Le Maroc s'est engagé vers des orientations, que ce soit avec des engagements internationaux, de réduire son empreinte écologique, même s'il ne pollue pas beaucoup, ou en tout cas très 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 peu. Et donc, ces orientations impactent les promoteurs dans leur choix. Là, dans quelques semaines, tout promoteur... je voulais garder ça pour la fin. Ok. En tout cas, la notion, si je reste sur le bâtiment, avant de parler sur la deuxième partie qui est l'espace plus élargi, l'espace urbain, la notion de confort, d'efficacité énergétique, d'exploitation dans le futur sont des notions qui interviennent sur la valeur. Donc la réhabilitation et la valorisation, pour moi, sont liées. Quand vous réhabilitez, vous améliorez la valeur de votre patrimoine. On sait très bien on le voit à Paris, par exemple, la majorité qui sont sur les Champs-Élysées, maintenant, c'est des banques, parce que le loyer augmente, parce qu'il y a des contraintes financières. Donc les banques sont aussi un levier pour encourager la réhabilitation. Parfait. Mais écoutez, je sais pas, je peux vous promettre que le panel n'a pas été briefé, mais chacun d'entre eux me tend la perche pour la prochaine partie. Alors, la deuxième question du public était, après la mise en place de la nouvelle Casablanca Financial City, combien de bureaux vont être libérés sur l'axe Hassan Daoudoun, où il y a les banques? D'accord, parlons de banques. Alors, est-ce qu'il y aura des bureaux? Je pense que 31% sont d'accord, 50% sont d'accord qu'il y aura une grosse vacance sur cet axe bancaire de Casablanca, à cause du fameux aéroport d'enfants. Grâce, à cause, je sais pas. Ça dépend. Après, même l'aéroport d'enfants, c'est un grand exemple de réhabilitation urbaine aussi. C'est un excellent exemple. Et avant de rentrer dans le Casablanca Financial City et tout ça, je vais parler un peu avec Mme Bikri, quelle est l'approche en tant qu'SDL avec les investisseurs privés. D'accord? Parce que c'est un gros chantier quand même sur toute la ville de Casablanca. Est-ce qu'il y a une approche avec les investisseurs privés pour revaloriser, pour réhabiliter ce patrimoine de la ville? Donc déjà la SDL, c'est une société de développement local. C'est quoi la SDL? C'est un outil au service de la ville. Donc c'est le développement des projets de la ville, pour la ville, mais avec un management privé. Et le rôle vraiment de cette SDL aujourd'hui, c'est qu'on a une entité définie avec une mission précise qui est bien sûr la préservation, mais c'est surtout la valorisation du patrimoine
Et qui dit valorisation, donc c'est de voir comment ce patrimoine ne reste pas inerte, ne reste pas... Est-ce que c'est quand on parle patrimoine, juste pour être clair, patrimoine classé ou patrimoine en général communal? Alors, dans le patrimoine, c'est le patrimoine culturel, matériel, immatériel, le naturel aussi, mais on a aussi comme mission les biens communaux. Donc là, c'est globalement tout le patrimoine lié à l'architecture, paysage urbain, historique. Donc vraiment, ça touche à pas mal d'aspects. Et donc notre rôle, c'est d'abord une coordination avec l'État, avec les collectivités territoriales. C'est de faciliter cet accès vers ces entités, parce qu'aujourd'hui, on a des choses qui se font au niveau de la ville, mais on n'avait pas une entité désignée, claire, avec qui on pouvait aller et discuter sur des projets liés au patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est notre mission. Donc vraiment demain, pour cette réflexion d'investisseurs privés vers le patrimoine, la réhabilitation du patrimoine vers ce qu'on voit aujourd'hui, l'immobilier de l'entreprise ou autre, il y a aujourd'hui une entité de l'État qui peut discuter et voir des solutions qui peuvent se trouver, ou des problématiques qui peuvent se poser et qu'on pourrait discuter ensemble. D'accord, voilà. C'est-à-dire, imaginons, Madame Toubaj, maintenant, a un bâtiment avec une forte charge historique, peut venir approcher la SDL et discuter ensemble des réflexions, ou vice-versa, où la SDL peut aller vers des investisseurs privés et réfléchir ensemble sur quelque chose. Exactement. Mais surtout aujourd'hui, il y a des contraintes importantes liées à certaines lois de l'urbanisme, liées à certains aspects financiers dont vous avez parlé, d'imposition, des choses comme cela, qui aujourd'hui nécessitent vraiment la mobilisation auprès du gouvernement et la mobilisation d'une entité qui va y aller et défendre auprès du gouvernement à ce que certains éléments, avec le ministère de la Culture, bien sûr, de tutelle, comment arriver à faire en sorte que les investisseurs, quels qu'ils soient demain, puissent être encouragés pour aller vers ce genre de secteur. Et là, je pense que notre rôle, en coordination avec le ministère de la Culture, serait un rôle très important, d'autant plus que c'est au niveau local, donc on a plus connaissance du contexte local et territorial qu'au niveau central, puisque le ministère a une vision nationale, alors que lorsqu'on parle d'une SDL, elle a plutôt une vision locale, territoriale, elle a plus de connaissances des problématiques locaux et territoriales qu'une entité au niveau national. Voilà. Alors, dans Belge, quand vous avez réhabilité vos projets, est-ce qu'il y a eu des aides de l'État? C'était difficile? C'était technique? C'est une blague. Je sais le carrément sérieux. Non, l'idée c'est... je sais que c'était pas évident. Mais vous, je me rappelle juste de pratiquement 9 mois d'arrêt de chantier pour refaire la dalle du garage dont les aciers étaient complètement pourris. C'était difficile. La dalle du garage, pour la refaire à l'identique, 9 mois d'arrêt de chantier. Il faut avoir un peu de patience et je pense que la passion prend toujours le dessus. Oui. Nous avons réalisé d'autres bâtiments sur le boulevard Al-Achidi, qui est très cher à mon cœur, et où en fait ce n'est pas de la réhabilitation. On a réalisé 2 immeubles, deux autres sont en cours. Les 2, c'était des villas sans absolument aucune valeur architecturale. Pourtant, je suis une grande amatrice de l'art déco. Je suis en train de construire moi-même ma maison dans le style typiquement art déco, pour vous dire comment c'est cher à mon cœur. Et donc, on a essayé de faire 2 bâtiments qui ne sont pas art déco, mais qui se marieraient avec de l'art déco. À mon humble avis, l'opération est réussie. Maintenant,
les goûts et les couleurs, voilà. Parce que on s'est dit, avec l'architecte, au lieu de faire de l'art déco, un semblant d'art déco entre des bâtiments qui le sont réellement, vaut mieux aller et montrer aux Marocains, aux piétons marocains, voilà ce qu'était Casablanca et voilà ce qui est devenu Casablanca, et ça se mélange parfaitement bien à l'image de ce qui s'est fait par exemple à Berlin. On voit de très belles bâtisses mitoyennes les unes aux autres, avant-gardistes et anciennes. Très bien. Alors, Zakaria, alors, des lois, d'accord. Ce qui dit réhabilitation dit aussi des exigences environnementales, etc. Quelle est la nouveauté Aujourd'hui, la loi, elle est également, elle est que dans ses débuts, parce que ces engagements nationaux du Royaume sont récents. Et donc la loi principale qui va impacter beaucoup le métier ou la réhabilitation générale. J'ai vérifié avant de venir le décret de loi, on parle de bâtiment à édifier, donc si vous réhabilitez, je ne sais pas s'ils vont vous exiger de bien l'isoler, de mettre des doubles vitrages. C'est dommage. Il y a une double contrainte. La partie esthétique et la partie aussi fonctionnalité. Tout à fait. Mais le marché, je pense, je ne suis pas expert dans le marché, je pense qu'il y a des personnes mieux placées pour savoir, mieux conseiller le maître d'ouvrage, lui dire demain ton bâtiment sera obsolète par rapport à d'autres. Il y aura de plus en plus de bâtiments isolés. Tu l'as réhabilité, tu l'as mis en valeur, on parle de valeur chiffrée, et qu'on n'arrive pas à connaître combien elle va consommer d'énergie, combien elle va apporter de confort. Donc l'acquéreur ou la personne qui va louer demain dans le milieu de l'entreprise, il faut des indicateurs. Les Lloyds, les personnes qui s'occupent qui accompagnent dans la vente, la location des espaces, des mètres carrés, ont besoin de ces indicateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas au Maroc. On commence à travailler avec certains pour intégrer ces indicateurs, combien ça consomme un bâtiment de kilowattheures par mètre carré, combien ça émet de CO2, tous ces chiffrages, ces étiquetages est nécessaire pour donner plus de visibilité, plus de transparence aux futurs clients que vous allez engager et donc attirer son attention. Donc même si cette réglementation ne s'appliquera pas dans la réhabilitation, dans les bâtiments à réhabiliter, le marché lui-même, je pense, forcera à que la réhabilitation intègre quand même la loi. Demain, vous allez comparer un bâtiment sur Casa Onfa qui est double vitrage et un autre bâtiment au centre de Casa, dans l'ancien Casa, avec un simple vitrage, ça peut être problématique. Voilà, donc, et aujourd'hui, ce type d'étiquetage est important, vraiment important, pour, comme je disais tout à l'heure, donner plus de visibilité et de transparence aux futurs acquéreurs. À Paris, je peux vous citer qu'on ne peut pas, et ça c'est le témoignage de plusieurs promoteurs immobiliers internationaux qui arrivent aujourd'hui au Maroc, qui commencent à construire des projets au Maroc, qui disent à Paris, on ne peut pas louer ni acheter un bâtiment de bureau sans connaître pas uniquement son étiquetage, son empreinte, combien il consomme d'énergie, mais combien il émet de polluants à l'intérieur. Parce que ça impacte la productivité, parce que demain, vous louez à une entreprise, elle va soucier de son empreinte écologique, de sa facture énergétique ou d'eau, mais également de la productivité de ses collaborateurs. Ce qui me mène à dire que quand on fait une réhabilitation, je recommande que ces paramètres soient intégrés pour donner encore plus de vie à ce bâtiment dans les années à venir. On le réhabilite, on lui garde, on lui redonne son identité historique, on espère lui donner plus de vie. Un bâtiment de neuf construit ces dernières années, on dit entre 50 et 80 ans, on le démolit, on le reconstruit. Un bâtiment historique, je pense qu'on espère le garder encore des années. Donc à faire, réhabiliter avec une performance durable. Ouais. Alors, la vision de Casa Patrimoine par rapport à la réglementation, est-ce qu'il y a une nouvelle réglementation qui va être mise en place, qu'il y a du lobbying sur ça? Je sais que la réglementation environnementale c'est pour le 7 novembre, c'est ça? Le 7 novembre. Est-ce qu'il y a des réglementations qui ont été mises en place pour préserver le patrimoine, pour l'aider, etc. Parce que comme disait Kalia, l'idée c'est que le patrimoine doit durer dans le temps. C'est la durabilité qui fait que le patrimoine est fort, qu'il y a cette charge historique qui est là. Alors, déjà une chose importante à souligner, c'est que la STL a été créée le 28 avril exactement.
En 2015, c'est une entité nouvelle, un bébé aujourd'hui qui est en train de se développer, mais il faut dire qu'il y a déjà un travail qui a été mené par le ministère de la Culture avec une réflexion autour des monuments et des sites historiques avec une charte nouvelle qui a été mise au niveau du SGG et qui est en cours de consultation et d'approbation et qui doit s'accélérer aujourd'hui avec deux dossiers importants. D'abord le dossier qui est passé de candidature de Rabat, qui est aujourd'hui classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et demain il y a la candidature de Casa qui est déposée officiellement et qui elle va être déposée quand? Le dossier va être déposé en février 2016. Donc il y a vraiment un travail aujourd'hui qui se fait en parfaite coordination avec tous les acteurs et particulièrement il y a la société civile qui porte ce projet qui est une première au niveau du Maroc, et la société civile Casa Mémoire, mais derrière il y a l'agence urbaine, la wilaya, la ville, le ministère de la Culture, l'agence de conservation foncière. Il y a tous les acteurs aujourd'hui qui vont se mobiliser et qui vont essayer d'intégrer les éléments nécessaires pour que demain, une fois Casablanca est classé patrimoine mondial, il y aurait tous les ingrédients en termes de réglementation et en termes de plan de gestion. Et le plan d'action de Casa Patrimoine, c'est plutôt dans la valorisation, dans des projets de valorisation qui s'agreffent dans un projet de plan de développement du Grand Casa. Parce que ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est de dire que là où il y a du patrimoine, il faudrait qu'il y ait l'accessibilité, il faudrait qu'il y ait la propreté, il faudrait qu'il y ait la sécurité, il faudrait que les gens puissent y arriver facilement. Et que ça soit pour la réhabilitation, sa valorisation vers un aspect culturel ou bien vers un aspect de business, d'entreprise, il faudrait que les gens y accèdent facilement. Donc pour nous, c'est ça la partie intangible. C'est la partie importante pour nous qu'on essaie de coordonner avec tous les acteurs dans le cadre de ce plan de développement qui intègre cela avec des conventions claires. Aujourd'hui, on a 10 conventions qui ont été signées devant Sa Majesté le 26 septembre 2014 et qui intègrent des volets importants et des budgets qui sont là, des partenaires qui sont là pour réaliser un ensemble de voiries, un ensemble de mobilier urbain, un ensemble d'éléments de sécurité avec des caméras de surveillance dans le centre-ville, avec tous les projets aussi qui arrivent. Parce que si on voit aujourd'hui dans le centre, il y a des projets de tourisme, avec la marina, avec l'aquarium, au centre avec le théâtre. On a une réhabilitation des projets demain qui arrivent en masse à ce niveau-là. Et c'est clair que demain, là où il y a les 80% à peu près de concentration du patrimoine, sera vraiment prisé. Sera demain un élément important auquel il faut réfléchir aujourd'hui. Donc c'est ça le... Exactement. Parce qu'à la fin, il y a une exigence de rentabilité d'un côté, il y a une exigence économique aussi, il y a l'exigence environnementale d'en parler, et les exigences historiques dans Casablanca et porteuses. Alors, quand on parle de zone urbaine, c'est des vocations, il y aura des changements, toujours un changement. Les quartiers qui étaient résidentiels il y a un certain temps vont devenir plutôt entreprises, et vice versa, et ça bouge, et la ville est en pleine mutation, c'est une ville en pleine mutation. Alors, j'ai posé une question par rapport, encore une fois, à l'axe Hassan II, sur les banques. Quelle serait la réputation idéale à la salle? Et 18% disent l'hôtellerie, 36% bureaux PME, 10% résidentiel et 8% en laissé autre. Ça doit être en rase et en construit. Alors, ça reste, l'axe Hassan II, ça reste un repère quand même urbain de la ville. C'est chargé, c'est pas des bâtiments historiques, fortement, mais c'est un axe business très très important. Alors, je voudrais poser la question, quand on est dans un axe central de la ville, d'accord, avec le tramway, les routes, etc.,
c'est difficile de rénover les exercices dans d'autres métropoles, etc. Comment ils ont été menés? Parce que c'est pas évident, on ne peut pas juste venir sur boulevard Hassan II et démolir un immeuble. Il est plus facile de réhabiliter ici au Maroc que dans les autres pays, des exemples de Marseille et Paris, parce qu'on a un acteur qui est absent dans le paysage réglementaire qui s'appelle, en France on l'appelle l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Alors si vous rajoutez un architecte qui est là, c'est l'exemple de Casa Mémoire, c'est comme si vous mettez Casa Mémoire dans le dossier, derrière l'autorisation. J'ai évité de parler de Casa Mémoire. Vous avez parlé de Casa Mémoire, c'est à peu près ça. C'est un architecte qui est spécialisé dans la préservation historique et qui va vous mettre plein de contraintes, comme vous avez dit tout à l'heure, les ouvertures, de les préserver, tous ces éléments-là. Mais on ne parle pas de bâtiments historiques. On ne parle pas d'urbain, d'espace urbain. Non, c'est pas d'espace urbain qui existe, qui va être les banques et assurances ou autres vont être migrés éventuellement. Oui. Et à l'aéroport d'Enfa, ce n'est pas des bâtiments chargés avec une forte histoire, mais c'est des bâtiments qui existent. L'exemple qui est peut-être aujourd'hui assez parlant, c'est le Grand Paris. Le Grand Paris, il y a tous les plans d'urbanisme locaux, le PLU, plan local d'urbanisme, qui définit les orientations de certains quartiers. Tout le Grand Paris est en train de changer. Aujourd'hui, c'est un travail je pense, de l'administration de dire ce quartier, avec le départ des banques, devra avoir tel type d'orientation. Mais il y a aussi l'évolution naturelle du quartier lui-même. L'axe Hassan II ou l'axe boulevard, là où il y a les banques qui vont peut-être partir dans des espaces urbains nouveaux, je pense, comme les taux que tu as avancés suite aux réponses des personnes, on parle d'hôtels, je pense que le premier c'est hôtel, après c'est bureau et après résidentiel. Je pense qu'il y a une mixité qui se fait et c'est ça vraiment la valeur ajoutée de ces espaces, d'avoir cette mixité. Et je pense que c'est quelque chose de naturel. À ma connaissance, moi j'ai vu ce qui s'est passé dans le nord de la France ou bien à Paris. C'est quelque chose de naturel avec les contraintes économiques, avec les contraintes du commerce. C'est l'exemple aussi des Champs-Élysées. Il y a beaucoup de petits commerces qui sont partis parce que les loyers ont augmenté. Donc tout ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais la réhabilitation des espaces, je pense qu'il y a une notion administrative, d'administration qui dit voilà les choses comment avec les zonages, le zoning urbain, ou bien les règles économiques qui peuvent influencer l'orientation de l'administration urbaine. L'approche HQE peut être intéressante dans ce type de... Voilà, l'approche environnementale est importante dans cette évolution, de par les notions de transport. On parlait tout à l'heure de parking. Il y a certains axes où il y a des moyens de transport en commun plus faciles, c'est le tram, qui va favoriser peut-être la présence de quartiers destinés plus dans le commerce. Ce type de transport est souvent associé à des grandes artères avec le commerce. Peut-être c'est ce qu'on verra, je pense, à vérifier dans quelques années, ce qu'on verra dans l'axe Hassan II. Vous avez le tram qui passe au milieu, vous avez problématique, c'est les trottoirs qui sont pas assez larges pour ouvrir tous les rez-de-chaussée au grand commerce. L'hôtellerie, je pense qu'elle a sa place aussi dans ces espaces, avec l'arrivée des grands théâtres dans cet axe. Je pense qu'il y a une mixité en général. Mais le volet environnemental est bien sûr présent de par la nécessité, les exigences de j'ai besoin d'arriver rapidement à mon bureau, d'avoir le commerce à proximité, également d'avoir des éléments des équipements de culture présents. Donc il y a une mixité qui se fait, qui est cohérente avec la notion de développement durable, si on prend uniquement le volet transport. Okay. Voilà. Alors, madame, oui, pour Madame Repage, pour vous. La question précédente concernant la blague des aides de l'État, lorsque j'ai parlé de blague, le fondement de ma réponse, c'est que je pense que tout promoteur a le devoir citoyen d'aider l'État. Mais les promoteurs qui s'attendent, les promoteurs qui, de manière générale, restent aisés, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Donc, ces promoteurs ont le devoir d'offrir à la ville, de donner à la ville, d'aider la ville. Mais le promoteur qui s'attend à récupérer de la ville, pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Offrir un jardin, faire des équipements et réellement les réaliser dans le cadre de gros programmes, mais non pas s'attendre
S'il le fait quelque chose, il le fait pour son pays, pour ses enfants. Donc il n'a pas à s'attendre à recevoir quoi que ce soit. C'est pour ça que j'étais choquée par la question. Non, la question était juste pour savoir, pour mettre le décor sur qu'est-ce que l'État peut mettre maintenant de l'avant. Parce que quand même, En tout cas, dans pas d'autres l'argent. pays, il y a toujours l'État qui aide. Parce qu'un promoteur... D'autres oui, personnes ont besoin davantage d'aide, je pense. Hein? C'est une histoire quand même, c'est une histoire de la ville. Alors, je voulais juste... Là, je vais passer aux questions-réponses dans 5 minutes, s'il vous plaît, juste le temps de terminer. Alors, vous, en tant qu'investisseur privé, comment vous voyez ces taxes, Hassan Dagoum, dans quelques années? Moi, je pense que si Zachary a absolument raison, je suis contre des quartiers exclusifs à un type d'activité, parce qu'après, ça manque de vie. Je suis pour une mixité, probablement commerciale, je pense qu'il a tout à fait raison et que ça se fera naturellement, d'autant plus qu'on manque d'axes propres commerciaux. L'hôtellerie, pour moi, est nécessaire. Nous avons la chance d'habiter une belle ville et donc c'est tout à fait normal de recevoir davantage de touristes qu'il faudra loger. Et les bureaux, moi j'ai mis la croix sur l'hôtellerie en toute honnêteté. Donc les bureaux pour moi seraient en dernier point. Et pourquoi pas des immeubles mixtes comme ça se fait à l'étranger avec des entrées séparées, de l'hôtellerie sur les premiers étages, de la résidence au-dessus, pourquoi pas. Pas trop loin de l'axe Hassan Dagoum, il y a l'église Sacré-Cœur. Je pense que c'est un des grands projets sur lesquels Mme Bekri travaille. Peut-être un dernier mot sur ce projet. Oui, c'est clair que lorsqu'on avait démarré le plan d'action de Casa Patrimoine et qu'il fallait avoir un mandat de la ville pour travailler sur un ensemble de projets, parce que la SDL, elle ne peut entamer des travaux qu'avec un mandat, bien évidemment, sur le charte communale. Et en mettant en place ce plan d'action, il fallait travailler sur des projets importants aujourd'hui pour la ville et qui sont clairs et précis. Il y a le besoin qui est visible à l'œil nu. Et parmi ces projets, c'était l'église Sacré-Cœur avec l'emplacement sur boulevard Rachidi, avec le parc de la Ligue arabe qui est aussi un projet qui va arriver très bientôt et qui va donner un poumon à cette ville qui est là mais qu'on ne l'utilise pas malheureusement, et le fait de le réhabiliter amènera demain un flux de personnes. Avec ce bâtiment situé en plein parc permettrait demain d'intégrer des vocations culturelles assez importantes dans ce site et de façon je dirais pérenne. C'est surtout cela, parce que plusieurs fois le projet, c'est-à-dire la réhabilitation du bâtiment a été faite par rapport à la structure, mais ce qui manquait à un certain moment, c'était la pérennisation de façon à ce qu'on ait un projet qui s'autofinance, qui permet la fameuse durabilité. Voilà, qui permet à avoir toujours ce bâtiment neuf, d'avoir toujours ce bâtiment ouvert, avec un planning toute l'année d'activités culturelles, mais d'autres projets autour. Il n'y aura pas que l'activité culturelle, mais autour, il y a des réflexions pour que ça autofinance et que ça permet aux gens de venir dans ce parc et l'utiliser. Et juste rapidement, par rapport au boulevard Hassan II, il y a quelque chose d'important aussi à dire. C'est que dans ce plan de développement du Grand Casa, il y a un aspect lié à l'animation. Et dans cet aspect d'animation, il y a une réflexion que Casa devient maïs, qu'elle devient vraiment un pôle d'attractivité, de conférences internationales, avec le hub financier qui est la vision stratégique de la ville. C'est clair qu'on a un besoin en hôtellerie, c'est important. Il y a des choses, vraiment il y a des terrains aujourd'hui vides sur lesquels on peut y aller qui pourront demain être facilement, je dirais, au niveau investissement, il y aura un retour sur investissement très rapidement. Et donc là, j'encourage vivement aujourd'hui, avec la présence des participants aujourd'hui, d'y aller
et de voir qu'aujourd'hui l'État, sur le plan de développement 2015-2020, il y a 33 milliards aujourd'hui qui est arrivé au niveau de CASA, qui est uniquement étatique, à 100% étatique. Et ce projet-là, c'est un projet qui donnerait la possibilité, enclencherait une dynamique qui permettrait de faire tirer vers l'avant d'autres initiatives. Donc on est là pour vraiment dire que l'État est là et qu'on est prêt à travailler sur pas mal d'aspects de partenariat public-privé dans tous les projets futurs. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup au panel. Je pense que c'est le moment d'ouvrir les questions-réponses. Encore une fois, je souhaiterais que les questions soient pertinentes, courtes. Et on a encore une vingtaine de minutes pour respecter notre planning. On va prendre la première série de 3 questions. Merci à tout ce panel superbe. Je voudrais rendre hommage quand même à une personne, qui est en fait un chef d'entreprise très discret, qui s'appelle Jamal Shkron, qui a construit, en fait, qui a réhabilité pratiquement une rue où j'avais ma rédaction, où il y avait 3-4 bâtiments, puisqu'il y avait 3-4 entreprises, avec une très très belle réhabilitation. Je lui tire chapeau parce qu'il n'a pas essayé de faire plus que ça, juste arranger les murs, et pas forcément, et avec un résultat extrêmement probant. Parce que les trois entreprises étaient dans la même rue. Ça, c'était juste pour dire quand même qu'un regard d'architecte voit des choses comme ça qui se font un petit peu. Maintenant, je voudrais aussi dire qu'en fait, il y a deux façons de fonctionner. Il y a la façon à l'anglaise. Vous voyez, le centre de Londres, par exemple, il a été donné aux investisseurs les plus offrants, pouvaient acheter des territoires entiers, des quartiers à réhabiliter, et donc ils ont arrangé des trottoirs, ils ont mis des luminaires, ils ont investi les locaux, ils ont fait que l'espace public était un espace public extrêmement beau, cependant privatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Londonais ne peuvent plus y aller, on ferme, parce que ça n'appartient plus à la ville. Ça appartient à des centres qui sont des centres financiers ou d'assurance, et donc on n'y a plus accès. Exit les Londonais. Ça, c'est une démarche. Une deuxième démarche, c'est celle de Barcelone. Je pense que le benchmark est très important au niveau international. Il faut le faire, Madame Bekri, parce que les exemples de gentrification existent aujourd'hui. On est en retard à Casablanca, bien sûr, mais on a une dynamique à Casablanca qui est au-dessus de ce qui s'est passé en Europe. Dès que ça va démarrer, vous allez avoir une rapidité d'exécution telle qu'il faut la juguler, à mon avis. Et donc, par rapport à Barcelone, eux, ils ont eu une démarche qui est complètement, beaucoup plus simple. Ils ont tout simplement défiscalisé l'accès à la propriété pour tout ce qui est profession libérale. Donc les artistes et les professions libérales se sont installés dans certains quartiers et tout de suite ça crée une animation en Barcelone. C'est plutôt Londres ou Barcelone, c'est ça? Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on veut être Londres ou Barcelone? C'est à nous de... C'est ça la vraie question. Et, alors, quelle est cette typification qu'on peut faire? Quelle est cette identité qu'on veut avoir à Casablanca? Comment on va y parvenir? Je pense qu'en regardant les exemples des autres pays, on parviendra peut-être à trouver quelque chose de très très personnel à Casablanca. Alors c'était ça ma question. Parfait. C'était comment? Rénovation, etc. Mais malheureusement, rien n'a été fait depuis 2000. Maintenant, moi je trouve, et j'ai mal au cœur, de voir et de constater que sur le boulevard Mohamed VI, un boulevard qui s'appelle Mohamed VI, un nom de l'indépendance. Et on voit l'hôtel Nilcon depuis des années, dans une ville lamentable. Moi je trouve que c'est pas normal. Il faut que, en tant que nouvelle entité, il faut penser à cet hôtel. Qu'est-ce qu'on va faire de cet hôtel? C'est une ruine. Les magasins sont fermés. Partout il y a de la... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les routes sont coupées dans un boulevard qui a donné l'histoire du Maroc. Maintenant, je ne vois pas comment l'Institut général a pu rénover. C'est vrai, c'est une bonne initiative. Mais à côté, c'est dangereux.
Les gens ne peuvent plus passer. Ça, il faut transmettre le message. Mon deuxième question, c'est que quand on parle de patrimoine, je ne vois pas quels sont les critères d'appréciation du patrimoine. On ne le connaît pas. D'un seul coup, une villa, zone immeuble, elle devient patrimoine. Ça, c'est vraiment regrettable. Troisième chose, il faut se mettre au niveau de l'agence urbaine. Il y a des gens qui ont été arnaqués. Ils ont acheté des terrains, zone immeuble, avec une note de renseignement. Quand ils voulaient démolir, on leur dit, monsieur, c'est un patrimoine. Pourquoi il faut avoir de la transparence. Un patrimoine, il faut le noter dans la note de renseignement. Le plan d'aménagement, il prévoit zone R+5 ou R+3 ou R+4, on se trouve avec un patrimoine. Les gens perdent, et surtout sur le boulevard Rachidi, il y a d'autres boulevards qui, soi-disant, sont patrimoine. C'est vraiment lamentable. Il faut que vous pensiez à ces choses. C'est juste une question par rapport aujourd'hui au business model de la SDL. Parce qu'on sait qu'une SDL, c'est carrément elle ressemble à une SA, avec un actionnariat majoritairement public. Je crois que l'État devrait détenir 51%. Vous avez parlé tout à l'heure des investissements, des restaurations, de la réalisation des accès, des parkings. Mais en face, quel est le revenu? Comment vous générez un petit peu le revenu pour permettre un petit peu à cette SDL de continuer d'exister et de remplir sa mission dans le temps? Merci. Donc je vous remercie vraiment des questions très très intéressantes parce que elles me permettent de développer des choses que je n'ai pas pu développer vu le temps que j'avais. Et donc effectivement le benchmark c'était la première des choses à mener pour pouvoir parler d'un plan d'action parce que c'est très bien, oui, il faut que notre identité soit bien claire, bien définie. Parce que notre identité, elle est connue à travers le monde. Le Marocain d'abord et le Casablancais ensuite, c'est, je dirais, c'est un patrimoine en lui-même. Mais ne pas voir ce qui se passe ailleurs serait une erreur, vraiment une erreur. Parce qu'on peut gagner énormément dans les délais, dans la stratégie, en voyant les erreurs des autres. Et c'est pour cela que le benchmark a été fait auprès de villes comme Barcelone. Oui, il y avait une journée qui a été organisée par le CRI sous la tutelle de la Wilaya, où il y avait des villes comme Barcelone, comme New York, comme Madrid et d'autres autres villes. Et il y avait aussi des cabinets de conseil très 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 importants à l'échelle internationale qui sont venus et qui nous ont montré un peu comment ça se passe dans les villes. Donc on est en train de suivre ce qui se passe dans les villes et dans le plan de développement. Très important aussi, c'est qu'il y a des indicateurs à l'international qui nous permettent de nous comparer et de voir comment on se situe à l'international. Parce que Casablanca aujourd'hui, on ne peut pas parler de la ville de Casablanca comme étant une ville à l'échelle nationale. C'est une métropole d'un carrefour du monde. C'est un carrefour mondial. Aujourd'hui, l'Afrique, l'Europe sont autour de la ville de Casablanca. Et tout cela doit s'agréger, mais l'identité de la ville de Casablanca doit apparaître. Donc ça, c'est ma réponse et je pense que c'est ce qui va sortir dans tous les projets du plan de développement de la ville. Alors ensuite, oui, sur le boulevard Mohamed V, sur le centre-ville en général, mais particulièrement sur ce boulevard-là, il y a vraiment un travail important à mener. Et d'ailleurs, heureusement, que par rapport à un plan de développement comme ça, quand il y a des axes définis, parce que c'est 4 axes, 4 leviers, et autour, il y a un ensemble d'entités qui vont travailler comme véhicules, des financements et véhicules de coordination de ces stratégies avec derrière aussi bien M. Louali que le président de la région, que le président du conseil de la ville, du conseil préfectoral, sont là autour de ces entités de véhicules, qui sont les SDL. Dans ces entités de véhicules, on trouve automatiquement l'ensemble de ces personnes dans le conseil d'administration avec le président du conseil d'administration qui est M. Louali. Cette façon de faire, cette gouvernance permet
de coordonner, de ne plus travailler chacun avec sa stratégie et une perte d'énergie. C'est ça ce qui se passe en général. C'est qu'il y a du travail, il y a de l'énergie, il y a des choses qui se font. Mais comme il n'y a pas de coordination, on se retrouve des fois à refaire ou à utiliser des budgets plusieurs fois pour la même chose. Alors que là, aujourd'hui, il y a une coordination et il y a une dynamique, je dirais, alhamdoulilah, aujourd'hui, qui nous permettrait d'aller vers ce qui est urgent et prioritaire, et le centre-ville. Et boulevard Mohamed V sont des priorités dans cette action et le plan de développement du Grand Casa. Et derrière, il y a bien sûr des bâtiments domaniales, des espaces urbains communaux, mais il y a des espaces et des bâtiments privés. Et dans cet aspect privé, c'est là où on trouve des difficultés par rapport à la loi. Et quand on prend l'exemple de boulevard Mohamed V avec l'hôtel Lincoln, derrière tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'était suite à une problématique entre privé et État. C'est-à-dire c'est un bâtiment privé, et derrière, il y a Urbaine qui a lancé l'expropriation de ce bâtiment, qui a pris le temps juridique qui était dans le process de la loi, qui protège le propriétaire. Mais aujourd'hui, c'est tout cet aspect-là qu'on est en train de voir, et on veut mobiliser pour qu'on n'ait plus ce genre de problématique dans l'avenir. C'est qu'il y ait en même temps la protection du propriétaire, il le faut, mais quand il y a un besoin d'utilité publique, quand il y a un besoin clair, précis, il y aura possibilité de discussion et de trouver une voie d'entente. Alors ensuite, oui, pour l'agence urbaine, la note de renseignement, effectivement, c'est parmi les points qui ont été, dès la mise en place de ce plan de gestion, de gouvernance des acteurs auprès, dans la mise en place du plan et du dossier de l'UNESCO, ça a été automatiquement souligné. Parce qu'on travaille aujourd'hui avec un guichet unique. Il y a un guichet unique qui a été mis en place pour qu'on facilite toutes ces autorisations, bien sûr de construction, de projets, mais déjà on a un système d'information qui est là. Si tous les acteurs autour de ce système d'information avaient des alertes qui informaient que tel bâtiment est inscrit, ça permettrait d'aller plus vite et de renseigner de façon transparente celui qui est en face. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. La base de données, elle n'y est pas. Au niveau des notes d'information, de renseignement de l'agence urbaine, ils n'y sont pas, ils n'y figurent pas. C'est des choses qu'on est en train de travailler, que ça a été mis comme recommandation à mettre en avant, en priorité dans le plan de gestion pour la candidature de Casablanca au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça va se faire, et Inch'Allah, on espère que ça va se voir rapidement. Alors ensuite, on parle de business model. Le business model, je pense que vous l'avez bien expliqué. Il y avait le business model. Bon, je pense que j'avais déjà l'explication. Alors, voilà. Peut-être, Madame Zahor, alors Casablanca, Barcelone, Londres, Paris, Amsterdam, Casa. Moi, je suis une pure casablancaise. Chaque ville a son empreinte, et donc ça se fera naturellement. Mais s'il faut aller vers une tendance, je préfère le modèle espagnol au modèle anglais. Moi, je suis anti-privé fermé. Parce que mettre l'âme d'une ville à l'extérieur d'une ville, à la longue, elle finit par dépérir. Voilà. Et réserver des quartiers à des gens plus aisés. J'étais à Londres il n'y a pas longtemps, et ça m'a frappé. Ça m'a réellement frappé de voir que dans les rues, il y avait dans certains quartiers soit des touristes, soit des gens... Voilà. Zakaria? Non. Aussi Kazaoui? Non, je suis dans l'autre côté du Maroc, je suis oriental. Je pense qu'il y a l'avantage de Casablanca, c'est ce patrimoine dont on parle aujourd'hui, et cette mixité qui existe. Il y a à côté de la chambre de commerce, en sortant le soir à 20h, il y a une sacrée vie qui est là, avec une mixité qu'on trouve plus que dans les espaces urbains nouveaux qu'on est en train de développer à l'extérieur de Casablanca. Et cette mixité, c'est la première richesse qui fera d'elle-même
enrichir un nouveau modèle marocain. Vous entendez le terme Casablanca est marocain. Je pense qu'il y a un nouveau modèle qui va naître lui-même, et comme vous avez dit, ça viendra naturellement. Mais il y a une nécessité quand même que l'administration donne une connotation aussi de son côté pour intégrer ces problématiques de développement durable, de mixité sociale, pour rendre la ville vivable et durable dans le temps. Ça me rappelle aussi qu'il y a le Green Building Council qui est prochainement. Voilà. Un petit mot dessus. Donc, parler de Casa Mémoire tout à l'heure, aujourd'hui, on est en train de, pour suivre ces indicateurs de performance environnementale, énergétique, et donner plus de transparence, préparer une association qui existe déjà, mais de lui donner une deuxième vie, qui s'appelle Morocco Green Building Council, qui est une association internationale qui est liée au World GBC, qui regroupe plus de 100 pays. Ça nous permettra de capitaliser sur les expériences de d'autres pays, parce qu'on participera avec eux dans des échanges avancés. Cette association sera diversifiée par les compétences de ses intervenants, qu'ils soient architectes, promoteurs immobiliers, industriels, experts en environnement, mais également en valeurs immobilières. Et toutes les attentes de ces personnes, leurs réflexions, permettront d'enrichir les propositions que cette association fera auprès du gouvernement, auprès de l'administration, parce qu'on espère être acteur qui sera entendu par les pouvoirs publics, et également donner la voix de ce que le Maroc a entrepris comme démarche intéressante dans la préservation du patrimoine, dans l'environnement, et dans des événements internationaux. Alors on ne doit pas avoir une orientation particulière américaine, anglaise ou autre. Comme on a dit, ce sera vraiment quelque chose de marocain. On fera la veille sur le marché pour donner plus de transparence sur le marché de l'immobilier en général, pas uniquement celui des entreprises. Et voilà, donc j'invite, l'annonce se fera de manière officielle dans quelques semaines. Sharif sera associé. Et je vous invite vraiment à nous soutenir pour être acteur aussi à toutes les démarches qui sont engagées par des promoteurs immobiliers ou bien par des acteurs institutionnels. Parfait. Je prendrai bien une deuxième série de questions. En plein centre-ville, vous avez effectivement plusieurs actifs appartenant à des propriétaires qui répondent à ces normes, tant au niveau de l'art déco, qui sont très très beaux, et qui appartiennent à des propriétaires, mais dont le revenu locatif est extrêmement bas et ne leur permet pas de réhabiliter ce genre d'actifs, sachant qu'à l'intérieur, en plus, il y a énormément de locataires. Y a-t-il éventuellement des réflexions qui ont été menées sur ces axes-là? Je pense que ma question peut s'adresser à Mme Bicli, à Mme Coupège, en tant qu'investisseur. Parfait. Procédure qui vise à inscrire ou non un bâtiment. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un investisseur privé qui prend le risque d'acheter un bâtiment dans cette zone-là, qu'il soit responsable ou pas, je ne prends pas de jugement de valeur quant à l'investisseur, il est obligé de demander une autorisation de démolir dans laquelle siège une association, et c'est à cette association-là de statuer ou non sur la valeur de ce patrimoine. Je trouve que cette procédure est assez arbitraire et pour le moins assez hasardeuse de la placer aux mains d'une association, et je voudrais avoir votre avis sur ce plan-là. Merci. Il y a une place qui est magnifique, que j'invite beaucoup de gens à regarder, c'est magnifique, c'est évolutif, mais c'est déjà une base pour comprendre un peu le marché, comment ça se passe. Alors justement, tout à l'heure, je n'avais pas répondu aux critères d'appréciation, effectivement, merci de m'avoir rappelé. Il faut dire qu'aujourd'hui, en attendant la finalisation d'une étude importante qui est aujourd'hui lancée par l'agence urbaine, dont vraiment l'objectif c'est de recenser le patrimoine sur la base de critères. Et donc là, c'est une institution qui est l'agence urbaine, qui est en train de travailler sur cette étude. Et cette étude-là, elle est, je dirais, partagée pour chaque mission qui va se dérouler. Elle sera partagée avec toutes les institutions de la ville, à savoir les préfectures des arrondissements, les communes,
bien sûr les services de la wilaya et de la ville, mais il y aura aussi aujourd'hui l'institution Casa Patrimoine qui va aussi s'impliquer dans cet aspect-là. Et le critère d'appréciation du bâtiment est aujourd'hui une nécessité. Nous également, lorsqu'on s'est mis sur le terrain et qu'on a commencé à voir un peu, à inventorier, à mettre en place un système de base de données, il était clair, il fallait comprendre par rapport à tous les bâtiments déjà inscrits, je dirais les 89 bâtiments inscrits, quels sont les critères qui ont fait que ces bâtiments sont inscrits. Donc il faut que la base de données soit claire partout dans le monde. On a dans les sites de ville, on va trouver un document qui clarifie clairement les critères. Ça existe ici? Ça existe partout. Non, au Maroc, c'est ce qui est en train de se faire. À Casablanca, je dirais, c'est ce qui est en train de se faire. Ils ont été classés. Alors, les bâtiments qui sont inscrits, les 89, justement, c'est des bâtiments qui ont été inscrits sur la base de commissions centralisées au niveau du ministère de la Culture, où il y avait derrière des propositions faites soit par la société civile, parce que c'est la société civile ou une institution de déposer une demande d'inscrire un bâtiment. Et ça revient au ministère de la Culture d'inscrire. C'est l'État qui inscrit. Et l'État inscrit sur la base de compétences de personnes qui sont dans cette institution et sur la base de critères que l'institution a mis sur place. Donc au niveau local, nous, la démarche qu'on est en train de faire avec l'étude que mène l'agence urbaine, c'est de recenser le patrimoine de la ville, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une base de données claire qui dit que dans la ville de Casablanca, il y a tant de bâtiments patrimoine qui sont basés sur tel critère. Et ce tel critère est validé par l'ensemble des acteurs concernés de la ville par ces critères. Il faut que ça soit que tout le monde parle le même langage et que tout le monde porte ce projet. Il n'y a pas une ou autre entité qui le porte. C'est un projet qui est porté par un ensemble d'acteurs. C'est là où il y a la complexité aussi de ce projet du patrimoine. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est d'abord, quand on parle du patrimoine, on parle d'une identité nationale et après locale. C'est vraiment très très important. Et heureusement, aujourd'hui, il y avait une anticipation sur cela avec l'agence urbaine avant le dépôt de candidature de la ville, puisque l'étude a été lancée l'année dernière. Et comme vous le savez, la mission 1, qui est le recensement et les critères, c'est la mission la plus lourde, parce qu'il faut avoir l'implication de tous les acteurs. Donc le résultat sera certainement au cours de début de l'année prochaine. Et il va y avoir, dans le système justement d'information géographique, il y aura aussi la présentation de ce recensement-là. On pourra sortir de notes de renseignement en sachant. Exactement, et on en poussera à ce que les notes de renseignement. Est-ce qu'il est intégré dans le quartier? Oui, oui, oui. Il a pris une ampleur extraordinaire. Les gens sont beaucoup. C'est un site qui est inscrit. Oui, mais bien sûr. Les gens sont beaucoup plus intéressés par ce quartier-là, mais bien sûr. Par rapport peut-être pour Mme Poupage, par rapport à la rentabilité de ce type. Parce qu'on trouve des bâtiments anciens qui sont loués par. Je vais être très sincère avec vous. L'attractivité par rapport à ces bâtiments est là. Maintenant, ce qui rebute tout promoteur, évidemment, ce sont les occupants. Parce que malheureusement, les procédures judiciaires sont tellement lourdes et coûteuses que, en fonction du nombre de locataires, de très petits loyers, souvent pas payés, les promoteurs, je dirais les promoteurs qui aiment se développer à une certaine vitesse, reculent. Parce que il faut vraiment avoir beaucoup de temps et d'énergie à consacrer à ces choses-là. Donc, à mon avis, il faudrait je ne sais pas, une aide juridique ou une procédure juridique
plus facile à mettre en place. Facilitatrice, merci, facilitatrice, pour pousser les investisseurs à s'y pencher. Le caillou est là. Voilà. Si on n'aime pas l'architecture comme vous, l'art déco, si on n'aime pas l'art déco, on aime l'argent, hein, parce que c'est souvent rentable. On va calculer le coût des murs et puis voilà, par rapport à les anciennes constructions sont toujours moins chères que à l'achat que les récentes. C'est rentable quand même. Est-ce que ces opérations sont rentables? Ça dépend à quel prix vous achetez, ça dépend comment le vendeur, est-ce que le vendeur a valorisé la bâtisse ou pas. Donc, et puis, quelle est la définition de la rentabilité? Est-ce que la rentabilité, c'est que de l'argent? Je ne sais pas. Et quel taux de rentabilité satisfait les uns ou les autres Oui, écoutez, merci. Je pense que ce sera le mot de la fin. Save the date, comme toujours. Inch'Allah, le jeudi 10 décembre, la 4e édition des matinales sous le thème « Quelle place pour la logistique au Maroc ». Aussi, le 20 octobre, il y aura le Casablanca Crane Survey qui est organisé par Deloitte. Merci d'avoir rempli la fiche d'évaluation, ça nous permet de nous améliorer chaque jour et chaque édition. Merci beaucoup toutes les personnes qui ont été avec nous, merci à notre panel, merci à nos partenaires, merci à l'équipe d'organisation, je les ai fait travailler pendant 48 heures, merci beaucoup. Je dirais, n'oubliez pas que les matinales, ça se poursuit aussi sur internet, il y a le hashtag matinale IE que vous pouvez suivre. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. Vous pouvez aussi revoir cette édition et aussi les anciennes éditions des matinales sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Business Realities. Alors, je remercie Green Archangel, je remercie le CRI du Mont Casablanca, le directeur est derrière, il ne veut pas se montrer, je ne sais pas pourquoi. Et je remercie l'ICH, je remercie Imogeo, Lamai, Challenge, AM. Merci à tous et à toutes et à la prochaine, Inch'Allah.